Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reçois Massimo. Bonjour. Technicien de chez Jambes Machines qui va venir faire donc l'entretien et le réglage de mes différentes machines stationnaires pour pouvoir le proposer donc dans la communauté sur la formation sur toutes les machines que j'ai, donc la toupie, la scie à format, la scie à ruban et la dégauchisseuse. Et donc c'était l'occasion de vous proposer sur YouTube le réglage et l'entretien de la dégauchisseuse qui, j'ai le sentiment, on ne voit pas beaucoup sur YouTube. Donc ça permet de mettre un petit peu en avant le travail de Massimo et l'entreprise Jambes Machines, donc qui a pris contact avec moi il y a quelques semaines. Alors pourquoi est-ce que je suis content de parler d'une entreprise qui n'est pas réellement dans mes habitudes? C'est tout simplement parce que c'est une entreprise physique d'une part, donc il y a un showroom avec un service après-vente. Ils vendent des machines stationnaires, mais également tout l'outillage qui est lié aux machines stationnaires. J'ai beaucoup de chance parce que la collaboration qu'on a trouvée, c'est je vais pouvoir offrir des réductions aux personnes de la communauté et en échange de ceci, eh bien, je vais bénéficier de leur showroom et des techniciens pour pouvoir amener un contenu qualitatif dans la communauté. Alors, il faut savoir également qu'ils ont leur propre centre d'affûtage. Donc, c'est le seul centre d'affûtage en Wallonie et ils proposent donc de venir chercher vos lames et de ramener vos lames chez vous. Il y aura le tarif d'ailleurs de l'affûtage sous cette vidéo sur un lien Dropbox ou Google Drive. Voilà, ça sera à voir. Donc ça sera dans la description et sur le commentaire épinglé. Voilà un petit peu pour l'histoire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter concernant l'entreprise? Non, non, du tout. C'est vrai que l'affûtage, c'est quelque chose de nouveau et que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps et qu'on va essayer de tout faire pour que ça fonctionne bien, quoi. Exactement. Donc, on va commencer par le réglage et l'entretien de la dégauchisseuse. Allez, c'est parti. Alors, première question, Massimo. Quels sont les points d'entretien et les points de réglage à vérifier sur la dégauchisseuse? Donc, principalement, sur la dégauchisseuse, nous, on va vérifier tout ce qui est les tables par rapport à la hauteur de sortie et d'entrée, par rapport à la hauteur de couteau. Donc, on va vérifier hauteur de couteau, changement de couteau si c'est une machine qui a déjà été utilisée. Vérification de courroie, donc pour voir l'usure ou simplement si le caoutchouc n'a pas tendance à s'assécher ou se désintégrer. L'usure des rouleaux d'entraînement, donc pour voir si le caoutchouc est toujours bien présent, tension de chaîne et un check général de la machine. D'accord, donc première chose, nettoyage grossier, donc aspiration, voilà, etc. pour y voir plus clair. Et puis après, tu vas passer par les points de graissage. Alors, une chose que tu m'as expliqué un petit peu hors caméra aussi, c'est les sécurités. C'est-à-dire que lorsqu'on allume la machine, on sait vérifier également les sécurités avec le petit système qui doit prendre un certain temps. Voilà, le frein, que ce soit sur les scies à format ou les toupies. Lorsqu'on met la machine en sécurité pour permettre de faire tourner en fait l'arbre ici, en l'occurrence de la dégauchisseuse, eh bien, il doit y avoir un certain laps de temps entre le moment où on le tourne et au moment où il s'enclenche. Oui, il y a toujours un petit moment entre le clac de déclenchement. À cause du frein. Maintenant, peut-être qu'il n'y en a pas sur la dégauchisseuse. Si, là, on a entendu le clac du début. Également. Donc, ça, c'était pour les premiers points à vérifier. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par le premier, c'est-à-dire la vérification de la planéité de nos tables. Donc voilà, ici avec le comparateur, je vais venir le poser sur le rouleau et vraiment mettre le comparateur en pression pour voir la différence de niveau entre le gauche-droite. Donc ici, hop, ici je l'ai bien réglé sur le côté du rouleau. Donc là on voit que je suis bien réglé sur 0. Je le fais légèrement tourner. Et alors j'aimerais bien voir si la différence du gauche-droite est différente. Tac. Voilà. Et ici, on voit la différence entre le gauche-droite. Donc, c'est vraiment bien dans la tolérance. On a un dixième de différence entre le gauche et le droite. Donc, si je le remets ici à droite. Hop. Ici, on voit qu'on est toujours bien sur 0 et qu'on a une légère différence en se décalant vers la gauche, mais toujours dans les tolérances. Hop. Ici, on voit que c'est monté légèrement au milieu. C'est parce que je l'ai soulevé pour éviter de griffer la table. Donc là, on a un dixième de différence. Donc là, c'est vraiment dans la tolérance. Donc on peut dire que le rouleau est bien réglé sur le gauche-droite. Voilà, donc il faut bien savoir que ma règle ici est rectifiée. Donc c'est sûr qu'il existe des règles plus longues. Donc ça, on peut faire la longueur de la table. Mais il faut bien faire ça avec une règle rectifiée pour être sûr d'être sur une surface bien plane et bien parallèle à la table. Donc là, pour la question du gauche-droite du rouleau, ça c'est bon. Donc là, maintenant, ici, on va régler les fers. Une fois que le gauche-droite est fait,
On va vérifier avec l'accessoire qui est fourni avec la machine pour voir si la hauteur de couteau est bien parallèle aux tables et bien identique, que ce soit à gauche ou à droite de la machine. Alors moi j'ai une question justement, Oui. donc tu parles de régler avec l'accessoire de la machine. Si par exemple les personnes n'ont pas l'accessoire de la machine, comment est-ce qu'ils vont faire justement pour vérifier la hauteur des fers par rapport à la table? Avec un autre accessoire, il existe, je sais, des petits comparateurs pour régler les fers, mais vous, à votre niveau, avec quoi est-ce que vous travaillez? Nous, on utilise principalement les ustensiles donc qui s'aimantent sur la partie métallique ici, ou alors la partie avec la machine, ou alors ce qu'on peut faire, c'est juste avec une surface rectifiée, présenter le couteau, voir s'il y a une petite résistance qu'on viendrait juste ici contre. Admettons, là on est bien contre et qu'on viendrait de l'autre côté et qu'on voit qu'il y a une petite différence de 1/10, on sait que le couteau est légèrement plus bas de ce côté-là. C'est ça. Donc tu viens affleurer ton couteau à gauche, affleurer ton couteau à droite et puis tu viens resserrer. Voir s'il y a une différence entre les deux. Voilà. Donc ça, pour le réglage des fers, c'est un petit peu une méthode assez connue. Hein. Donc on se met évidemment sur la table de sortie et on vient aligner les fers, soit avec une latte rectifiée dans ce cas-ci, une latte aluminium ou même une pièce de bois qui a bien été corroyée dès le départ, mais ça on le sait déjà. Donc ustensile important pour eux, vérifier que la table n'est pas gauche aussi, c'est-à-dire que la table n'est pas voilée, c'est de travailler avec les lattes rectifiées. Maintenant, on va faire pareil, mais en vérifiant justement, et moi ça m'intéresse, de voir si l'alignement entre ma table de sortie et ma table d'entrée est correct. Donc on va vérifier à droite et à gauche si elles sont bien alignées, peu importe finalement le décalage entre les deux tables. On va la faire décaler d'1 millimètre, et bien a priori, son comparateur devrait me donner 1 mm sur la partie droite et 1 mm sur la partie gauche. Et on peut faire pareil en utilisant une latte rectifiée qu'on pourrait mettre sur la totalité de la table d'entrée. Donc ça, on va le faire de suite. Et puis, on va passer à la vérification, donc justement, des courroies et des rouleaux entraîneurs. Ouais. C'est ça. Allez, c'est parti, je te laisse faire. Donc voilà, ici, je suis en train de vérifier la table de sortie pour voir s'il y a une différence entre la droite et la gauche, comme on a fait sur la table d'entrée. Donc ici, je viens me re-régler sur 0. Hop. Voilà, là on voit qu'il est en contact. Et on va le régler ici à droite pour voir s'il y a une différence. Et là on voit vraiment qu'il y a vraiment une différence très minime. On n'a presque aucune différence entre le droite-gauche du rouleau sur la table de sortie. Donc la table de sortie, elle est vraiment tip-top parce qu'on voit sur la caméra qu'on est parti de 0 et on est toujours sur 0 sur la table de ce côté-là. Donc maintenant, on a vu comment régler les tables, ou en tout cas comment les vérifier. Si maintenant les tables n'étaient pas de niveau, évidemment, chaque machine a ses caractéristiques. Il y a différents points de réglage, donc il y a des vis voilà, qui permettent de monter, descendre votre table aussi bien en avant, en arrière et de gauche à droite, donc qui vont permettre de rectifier ces tables. Donc je vous mettrai quelques images des différents points de réglage que j'ai sur ma machine. Et maintenant, donc, on va passer à la courroie et au volant d'entraîneur. Donc ici, je regardais par rapport à l'usure de la courroie, si la tension est toujours bonne. Au niveau d'usure des volants d'entraînement, donc on a tendance à avoir le caoutchouc qui se désagrège ou même qui commence à s'abîmer. Et alors l'entraînement commence à patiner ou même plus du tout fonctionner. Ce que je vais regarder aussi, c'est les dents des pignons qui ont tendance à, une fois qu'un pignon commence à être usé, on va avoir tendance, la dent qui commence à s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Ça dépend le sens de rotation de la chaîne. Regardez si la chaîne s'engage toujours bien dans la dent du pignon. Et ça va être un check-up comme ça général. Alors, tu peux m'expliquer un truc, c'est-à-dire tu dis que la dent va, selon le sens de rotation de la machine ou des volants, la dent va s'incliner plus à droite ou à gauche. Tu sais justement montrer peut-être sur le pignon comment est-ce que... Donc ici, admettons que la courroie va tourner vers la droite dans le sens horloger. On va avoir la dent qui va tendance à se courber dans ce sens-là. C'est ça. Donc vraiment qui va partir vers la droite de la chaîne, car à un moment elle va commencer à trop forcer dessus et plus l'usure va être usée. Donc si la machine tourne comme ceci, enfin ici c'est l'inverse, mais étant donné que la chaîne tourne comme ceci, la dent qui est ici va s'incliner vers la droite avec l'usure. Donc si on voit que la dent est inclinée vers la droite, ça veut dire que le pignon un peu commence à être usé. D'accord. Et une fois qu'il commence à être usé, on va avoir la chaîne qui va sautiller tout doucement et à la fin, en fait, elle pourrait carrément sauter ou plus du tout carrément patiner sur le pignon. Ok, nickel. Coup, voilà.
Alors, au niveau justement de ce qu'on voit là, si je comprends bien, donc ça c'est les poulies d'entraînement de l'arbre. Oui. Et ici, donc, ce sont les deux volants d'entraîneur. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on passe en position raboteuse, c'est ce qui va permettre d'entraîner la pièce de bois automatiquement. C'est ça? C'est ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? En fait, sur cette machine, on a deux vitesses. On a du 12 tours par minute et du 6 tours par minute. D'accord. Donc on voit qu'on a vraiment deux vitesses et là on peut déjà faire un petit test, comme ça on voit la différence. Donc là on voit qu'il est engagé sur le 12. D'accord. Et en le mettant sur 0, on voit vraiment que l'arbre... Donc là je suis sur 0. Donc là on voit que les deux volants sont libres et qu'il n'est plus engagé sur l'arbre. Okay. Et si on viendrait mettre admettons 6, on voit vraiment que ça va s'engager et ça va tourner moins vite. Là on va montrer le 12, comme ça on voit la différence. Donc là il y a les deux rouleaux qui tournent. Je suis sur 0, il n'y a aucun des deux volants qui va tourner. Et si je me mets sur 12, là, il y a un seul volant qui tourne. Là, en tout cas, les deux volants tournent, mais il n'y a qu'un seul volant qui est en contact avec l'appareil. Je vais peut-être m'en mettre sur 6. On va voir. Vas-y. Et voilà. Voilà. Et donc là, on voit bien que celui-ci, comme l'autre, est en contact donc avec l'arbre de rotation. Alors maintenant, pour la tension de la courroie, comment est-ce que tu peux t'assurer justement que la courroie est suffisamment tendue, c'est-à-dire pas trop et pas trop fort, parce que c'est toujours un peu une question qu'on se pose finalement. Ben nous, on va toujours vérifier manuellement parce qu'à force, on commence à avoir l'habitude. Mais alors, il y a un ustensile, donc on vient vraiment mettre sur la courroie, plus ou moins au milieu de la courroie pour voir la tension. Et c'est un système que on le pousse contre la courroie et si c'est assez tendu, la courroie est assez tendue, le système va cliquer tout seul pour dire que c'est bon. Donc c'est vraiment c'est un peu comme une clé dynamométrique finalement. Ouais, c'est un peu dès ça. que tu as la bonne tension, ça fait un clic. On entend qu'on sait pas aller plus loin et que la courroie est assez tendue. C'est une histoire de quoi? Peut-être un grand max 5 cm, 5-8 cm. Et on vient vraiment pousser dessus. Et une fois que ça clique, on sait que la courroie est assez tendue. D'accord. Et qu'il faut pas la retendre un peu plus, quoi. Donc là, on a vu, en tout cas, qu'il y a un appareil pour savoir si c'est suffisamment tendu ou pas. Et comment est-ce qu'on va tendre justement ici la courroie, en tout cas sur ma machine, parce que j'imagine que chaque machine a ses caractéristiques propres. C'est sûr. Ici, on voit que le moteur est sur un système de balancier. Donc ça, c'est vraiment la poulie qui reprend ici la poulie du dessus. Et en fait, pour la retendre, il faudra juste redescendre le moteur vers le bas, histoire de redescendre cette poulie-là. D'accord, et donc c'est avec ce système d'écrou et contre-écrou qui va permettre de régler presser le moteur vers le bas pour tendre la courroie. Et d'office, la courroie va se retendre automatiquement. Donc maintenant, on a vu cette partie-là. Quels sont les autres points donc à regarder? Nous, ce qu'on va faire, ça dépend les tables de dégo. Il y en a, c'est avec des chaînes, donc vraiment 4 pylônes, 4 colonnes avec une chaîne, chaque fois avec des pignons, ou alors vraiment un fût central qui va monter la table. Ça, c'est pour la raboteuse, ça, c'est pour la raboteuse, oui. Et donc ça va être vraiment un graissage général. Ça, on peut y aller plus facilement avec la graisse parce que normalement, tout ce qui est poussière, copeaux et tout ça en dessous, il y en a pas trop. D'accord. Donc ça va être vraiment un graissage sur pignon, faire aller la table en butée et en butée maximum et minimum, vraiment histoire de graisser bien le fût. Et que ce soit chaîne ou fût, graisse, ou alors nous on utilise aussi graisse sans silicone, PTFE ou... Ok, donc ça empêche les copeaux d'accrocher à la graisse. Et donc ce système-là, c'est pareil. Donc on va plutôt mettre de la graisse au PTFE, comme tu dis, sur les pignons. Les volants, ou plutôt les rouleaux entraîneurs, donc là c'est plutôt un genre de caoutchouc, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Mais ça, toujours vérifier s'il est pas trop sec non plus. Et s'il viendrait être trop lisse ou plus du tout adhérent, moi, ce que je fais, c'est on met pas mal de dégraissant frein, histoire de bien le dégraisser sur le retour, et lui, il va retrouver un côté plus caoutchouc, quoi. Ok, oui, ça va devenir un petit peu plus adhérent, comme ça. Oui, voilà, c'est ça. On va vraiment retirer cette pellicule. un petit peu on va retirer cette pellicule de crasse. Eh bien, on ouvre la machine pour regarder un petit peu comment ça fonctionne, le système de montée-descente, comme tu me disais. Allez, c'est parti. Alors maintenant qu'on est ouvert, moi j'ai quand même une petite question. Donc moi j'ai un arbre de raboteuse dégauchisseuse avec 4 fers plats. On sait qu'il existe des arbres avec des fers ou des arbres hélicoïdaux, comme on dit, et les fers tersa. Alors quelle est la différence entre ces 3 types d'arbres et quels sont quelque part les avantages et les inconvénients? Le couteau tersa, ça va être quelque chose, ça va être un couteau avec un tranchant des deux côtés. Mais non affûtable. Donc ça va vraiment être des fers jetables. Une fois qu'on a utilisé les deux côtés, on ne peut plus les utiliser ni les affûter.
Donc là, c'est vraiment comment faire comme les miens, mais il y a deux couteaux de part et d'autre. De chaque côté. Mais ça, c'est pas affûtable. Alors. Non, pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir. Moi, je connaissais les couteaux Tersam, mais sans aller plus loin. Mais par contre, je ne savais pas que c'était pas affûtable. Donc bien garder à l'esprit que j'imagine la qualité de coupe est peut-être plus importante ou plus intéressante. Ça, j'en ai aucune idée. Non. Mais c'est jetable. Par contre, ici, les couteaux normaux comme les miens. Donc j'ai qu'un seul couteau, mais c'est affûtable, je dirais bien à vie, parce que moi, ils ont voilà, quelques années, et je les affûte toujours et ils fonctionnent parfaitement. Et puis, il y a donc les arbres hélicoïdaux qui, eux, sont toute une série de plaquettes qui sont mises d'une forme, en spirale, on va dire. Quel est justement, en fait, parce que beaucoup en parlent de ces arbres hélicoïdaux, qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, puisque tu vas voir quand même pas mal d'entreprises, justement, au niveau des entretiens. Qu'est-ce que tu rencontres comme problème, éventuellement, par rapport à ces arbres, par rapport à ceux-ci? Ça m'intéresse de le savoir, et à mon avis, les gens aussi. La différence entre un couteau et les arbres hélicoïdaux, ça va être la différence de bruit déjà. Ça a tendance à faire moins de bruit un arbre hélicoïdal. Après, l'avantage des arbres hélicoïdaux, ça va être au niveau de la rotation des plaquettes. Donc on a une plaquette qui peut être tournée 4 fois, du fait qu'elle a 4 tranchants. Et alors, admettons qu'on viendrait passer un bois qui aura un clou ou même un éclat qui nous aurait fait ça dans le couteau. Là, on a juste une rotation de plaquettes. D'accord. Et alors, le rouleau est reparti correctement. Tandis que là, si on a un clou dans le couteau, il faut le faire réaffûter complètement. Il faut le réaffûter complet. Et souvent, celui-là ou même le précédent ou même les 4 sont abîmés. Et alors, c'est un affûtage complet de tous les couteaux. Sinon, l'aspect, pour moi, je trouve l'aspect fini est plus beau avec un couteau. Car ça va vraiment venir arracher la matière vraiment au même moment, au même endroit, sur la totalité de la pièce. La totalité de la pièce. Tandis qu'un arbre hélicoïdal, ça va vraiment être repris très légèrement chaque fois, mais c'est vraiment arraché parfaitement. Pour moi, un couteau a un aspect fini plus beau. Donc c'est chaque fois une petite pointe du couteau qui va reprendre, voilà, et donc toi tu as le sentiment que, parce que ce qui revient justement beaucoup, c'est que l'arbre hélicoïdal a une finition plus propre, et je parle, je veux dire c'est lui, hein, je n'ai aucune incidence sur ce qu'il dit, parce que moi je n'ai jamais eu d'arbre hélicoïdal et je n'ai jamais entendu finalement que ce qui est dit, et je trouve intéressant d'avoir le retour d'une personne qui justement va visiter pas mal d'entreprises et a un retour réel sur le terrain par rapport à ce qui se fait. Donc si je comprends bien, et la discussion qu'on a eu un petit peu par rapport à ça, c'est que le fini est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en effet, si on réfléchit un petit peu, c'est un plat qui prend la totalité de la matière. Et évidemment, c'est moins confortable, puisque là, on a un plat qui vient plaquer la matière. Donc c'est moins délicat et moins doux à l'entrée de la pièce de bois dans la dégauchisseuse. Mais par contre, une chose que tu m'as expliqué aussi, c'est que si la personne ne prend pas la peine de changer ses fers régulièrement, eh bien, tu t'es retrouvé avec des vagues. Donc, il a déjà eu des pièces de bois. Donc, chez les personnes, évidemment, je parle pas de personnes qui utilisent leur dégauchisseuse tous les week-ends ou une fois tous les mois. Je parle de personnes qui utilisent leur dégauchisseuse tous les jours et qui ne prennent pas la peine, justement, de changer la rotation des plaquettes. Eh bien, ils ont des vagues qui se forment parce que un couteau est un peu plus bas que le suivant, etc. Et donc, finalement, ça fait pire que mieux. Et puis, tu me disais aussi que si les personnes ne serraient pas correctement, eh bien, les plaquettes cassent ou, de nouveau, ne sont pas mises correctement. Alors là, si je comprends bien, c'est plutôt un problème de la personne, puisque vous fournissez un tournevis dynamométrique. Donc voilà, si on utilise normalement le tournevis qui est fourni avec, il ne devrait pas y avoir de problème. Non. Donc voilà un petit peu pour les avantages et les inconvénients. Moi, j'ai posé une question justement sur la problématique du goudronnage justement de ces petites plaquettes, et tu as l'air de me dire que ça, vous ne rencontrez pas de problème actuellement par rapport à ça. Moi, personnellement, c'est vraiment mon inquiétude par rapport à ça, c'est la rotation des plaquettes et le goudronnage. Mais lui a l'air de dire que ça ne pose pas de problème, donc ça c'est super. Mais par contre, ce problème de vagues, etc., on n'en parle pas, mais avec le recul, apparemment, c'est des choses qui se font de temps en temps. Donc voilà, à vous de faire un petit peu votre propre avis par rapport à ça. Moi, je n'ai jamais utilisé que des fers plats, pour être tout à fait honnête. Moi, j'en suis très 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 content. J'ai été chez Pierre Fontigny, un ami qui en effet a un arbre hélicoïdal. C'est vrai que le bruit, c'est impressionnant, il y a beaucoup moins de bruit. Au niveau qualité de coupe, moi, j'ai pas vu vraiment de différence chez lui, chez moi. Donc maintenant, je dirais bien, c'est un petit peu à vous de faire votre propre idée. Allez, on continue. Donc, on passe en dessous, si je comprends bien, par rapport au réglage de la tablette. Donc voilà, là, vraiment, on va regarder par rapport aux 4 cylindres ici qui permettent d'avoir la montée et la baisse de la lame, de la table, pardon.
et on va regarder au niveau de la chaîne et des pignons. Donc autour de chaque colonne ici, on a ce pignon et voir si l'usure n'est pas si elle n'est pas trop usée et voir si la chaîne est toujours correcte. Donc c'est ici qu'on peut vraiment bien graisser cette chaîne et ces pignons, du fait qu'ici tout ce qui est copeaux et tout ça, il n'y en a pas trop. Et si on a une aspiration générale correcte, ça peut toujours bien aller. Donc sur certaines machines, il y a des points de graisse. Donc ça, on peut utiliser avec une pompe à graisse. C'est surtout sur tout ce qui est renvoi d'angle. Donc si on regarde vraiment au fond de la machine, on voit un renvoi d'angle au niveau du volant. Ouais, okay. Donc vraiment, c'est le boîtier en face. Et là, souvent, il y a comme un petit bitonio où on peut se permettre de mettre la pompe à graisse et vraiment graisser l'intérieur correctement avec tous les pignons. Donc ça, c'est important de graisser et ça, on peut vraiment y aller, on peut vraiment graisser ça correctement du fait qu'il n'y a aucun risque que des copeaux se retrouvent dedans ou même de la poussière. Donc une fois qu'on commence, on peut pomper jusqu'au moment où on voit légèrement de la graisse sortir. Donc là, on a fait un petit peu le tour de toute la machine. Moi, j'avais encore une petite question. Oui. C'est concernant justement le réglage de la plateforme, donc de la raboteuse en fait, puisqu'on voit souvent le réglage de la table d'entrée, table de sortie, le réglage des fers. Maintenant, si j'avais un souci justement de, je sais pas moi, qu'elle bascule trop vers la gauche ou vers l'avant ou vers l'arrière de mon plateau justement de la raboteuse. Est-ce qu'il y a également des points de réglage? Il y a des points de réglage et tous ces points de réglage vont se régler par rapport quand on va passer des bois. Donc ça principalement, ça va être que du passage du bois. C'est ça. Donc là, tu vas faire ton réglage, passer une pièce de bois et vérifier qu'il soit chaque fois parallèle. Que ce soit à gauche, à droite, en entrée, en sortie, voir si tout correspond bien. Et si de là tout correspond bien, il n'y a aucun réglage, mais alors c'est des réglages plus fins à adapter. D'accord. Alors, donc là, on a vu toute la partie, je vais dire, la plus connue, ouais. Tout ce qui est rouleau entraîneur, etc., ou en tout cas les presseurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le rouleau entraîneur. Voilà. On peut aussi améliorer la pression ou la diminuer ouais. Pour éviter le talon de rabotage. Ouais. C'est aussi réglable, alors j'imagine, avec les vis qui sont ici en partie haute, ouais, par exemple, ici en l'occurrence. Moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on juge justement que la pression est suffisante ou pas assez suffisante? Ça va être un peu à la demande du client pour voir il devra nous dire s'il trouve que le bois est assez entraîné. S'il trouve que le bois n'est pas assez entraîné, nous, on pourra toujours ajouter une pression, mais toujours faire attention à ce talon de rabotage. C'est ça. Donc toi, tu t'arrêtes à la limite du talon de rabotage. On va passer, oui. Et tu peux encore remonter bien. Alors encore un petit peu. Et les deux rouleaux, je vais dire le rouleau presseur avant l'arbre et après l'arbre sont réglés de la même manière ou est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence quand même. D'accord. Et lequel des deux est le plus sous pression? Le premier va presser plus le bois. Et le second va avoir moins de pression. Il va avoir moins à tirer du fait que le premier est déjà en train de l'entraîner. Ça va vraiment plus pour lui faciliter. Alors encore une dernière question justement concernant les rouleaux presseurs. Est-ce que tous les rouleaux presseurs sont striés ou est-ce que généralement il y a un seul des deux rouleaux qui est strié? On a des rouleaux principalement c'est tous les deux destriés, mais j'ai déjà vu des rouleaux différents. D'accord, parce que moi ici j'ai un rouleau strié sur l'avant et j'ai un rouleau lisse sur l'arrière. Donc c'était pour ça que je posais la question. Donc il arrive que les deux rouleaux peuvent être tous les deux striés. Sûrement que celui de sortie sera moins strié, mais c'est toujours du strié. D'accord, parce que justement il y a moins de pression, il y a moins à tracter, de rabotage. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou est-ce que tu vois un petit peu des choses qui seraient intéressantes? Pour moi, on a bien fait le tour. Peut-être voilà le graissage évidemment de tout ce qui est ressort de pression, d'ouverture et de fermeture de table. Toujours faire attention, justement qu'il n'y ait pas des vis qui ne soient pas serrées, etc. Non, ouais, avec un entretien, je dirais, des machines pour les gens qui l'utilisent régulièrement tous les 2 mois, plus ou moins. Ouais, c'est juste un petit check général. Voilà, mais ça c'est que vous savez faire à votre niveau. Et je le dis toujours, peu importe le niveau que l'on a au niveau mécanique, etc., ça ne remplacera jamais des techniciens. Voilà, moi, Massimo, il a 20 ans, j'en ai 48 et il m'a appris des choses avec le comparateur, il m'a appris des choses avec la toupie, il m'a appris des choses avec le retard, justement, de sécurité de départ de machine. Donc, chacun son métier, chacun ses spécificités. Et lorsqu'on a un doute, et je parle en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup de questions, justement, dans la communauté sur, ah oui, j'ai mes tables qui sont un petit peu de travers, je ne comprends pas, il y a telle et telle chose. Moi,
moi, je reste menuisier et non pas spécialiste ou électromécanicien, comme c'est le cas de Massimo. Donc vraiment, et je n'ai rien à gagner, je le dis, je le répète, sur ce que je dis là, mais faites toujours appel à un technicien qui est de métier. Il fera toujours les choses mieux que vous, surtout si les personnes sont compétentes. Et je suis content d'avoir un jeune, d'ailleurs, pour une fois à l'atelier, parce que ça montre que la relève est là aussi. Il est passionné. On a passé toute la matinée à discuter de plein de choses. C'est toujours très intéressant. Tu n'as rien d'autre à rajouter? Non, pour celle-là, c'est bon. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!